right on time. Je pense qu'on est vraiment à la marque de l'heure. On peut donner 1 minute plus à nos participants. En temps, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se présenter dans le chat. Est-ce que les uns et les autres peuvent mettre leur nom et puis le pays duquel ils nous rejoignent ce matin? Alors, rebonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes là pour parler de précarité menstruelle, des menstrues. Moi, je suis Néné Fofana. Je suis la présidente de SECONAF, qui est le Comité pour la sécurité contraceptive en Afrique de l'Ouest. C'est un groupement de plusieurs organisations de la société civile, des bailleurs. C'est un regroupement de plusieurs entités pour améliorer la sécurité contraceptive dans notre région. Et nous travaillons avec différents types de partenaires, que ce soit au niveau des pays, que ce soit au niveau international. La question de la précarité menstruelle est importante pour nous parce qu'elle touche aussi à la question de la sécurité, de toutes sortes de produits rentrant en compte dans la ligne de la santé sexuelle et reproductive. Donc, c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec toute l'équipe de WASH United qui a organisé et préparé ce webinaire pour nous permettre d'échanger un peu sur les questions de précarité menstruelle. On est avec nous aujourd'hui un panel d'expertes en la matière qui vont pouvoir nous à travers les échanges qu'on aura, nous donner un peu la réalité de ce monde-là à travers des chiffres, à travers leurs expériences. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter Ina, qui est certainement connue de vous tous dans le monde de la question sur les questions d'hygiène menstruelle. Ina Joga est la coordinatrice internationale de la journée de l'hygiène menstruelle pour tous ceux qui en ont entendu parler. Elle est responsable d'éducation chez WASH United. Elle détient une grande expertise dans les domaines d'assainissement et plus de 11 ans dans le domaine de la santé et de l'hygiène menstruelle. Auparavant, elle a travaillé pour différentes organisations des Nations Unies et le gouvernement allemand. Elle est titulaire d'un master en politique publique et d'un diplôme d'ingénieur civil. Ina, comme beaucoup de personnes dans ce monde, a travaillé en Asie du Sud, nous introduire le sujet de par son expérience, mais surtout de par sa personnalité et de tout ce qu'elle apporte à ce monde-là. Ina, tu as le micro. Merci beaucoup. Oui, très bref. Merci Néné pour la modération. Très heureux avec ce webinaire. C'est une partie de nos projets avec le RHCC, le Reproductive Health Supply Coalition, surtout le period tax, les taxes sur le produit menstruel. Mais aujourd'hui, on parlait un plus grand topic, la précarité menstruelle. On parlait aussi des taxes, mais parce que nous pensons dans la région francophone, il n'y a pas beaucoup d'échanges de ça, mais il y a plusieurs activités. Et donc, aujourd'hui, c'est un webinaire francophone pour nos amis et partenaires qui parlent français. Mais ça, c'est tout pour moi au moment. Je pense que... Néné, est-ce que tu es encore là? Je ne sais pas. No, Néné? she dropped out. I don't see her anymore. So, Donc, oh, there she is. Okay, okay. ouais. Donc, on donne plutôt la parole donc, aux autres intervenantes. On vous laisse vous présenter en quelques mots. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Nadine Kossi. Je suis la présidente de l'association Action Solidaire. Action Solidaire est une association qui a été créée en février
2022. Et elle a pour objectif principal la lutte contre la précarité menstruelle en République centrafricaine, puisqu'on s'est rendu compte qu'aucune association n'était portée sur cette thématique. Donc, nous avons voulu faire quelque chose au niveau de la RCIA, d'où l'idée de créer cette association. Nous sommes à nos débuts, mais je pense que nous sommes en train de faire bouger les choses au niveau de la République centrafricaine parce que la question de l'hygiène menstruelle est encore tabou au niveau de la République centrafricaine. Mais nous pensons qu'avec le temps, nous allons arriver à faire bouger les choses. Merci. Alors, je suis Gabriela Adeyemo, vice-présidente de l'association Action solidaire de la Centrafrique. Je pense que Nadine a brièvement présenté l'association et ce que nous faisons. Je veux juste ajouter, enfin insister sur le fait que c'est une toute première fois en République centrafricaine qu'une association parle de la précarité menstruelle ou bien œuvre dans ce sens. Merci beaucoup. Je peux prendre la suite. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Rita Sekat, je suis fondatrice et présidente de l'association franco-marocaine API, qui a été créée en 2019 et qui a mené un projet pilote de sensibilisation à la précarité menstruelle dès 2016 dans la région d'Imtanout avec le soutien de la coopération internationale de Monaco. Et donc, nous avons créé l'association officiellement en 2019 et nous menons principalement dans les zones rurales au Maroc des journées, des ateliers de sensibilisation, de prévention, de déconstruction des tabous. Et nous distribuons à la fin de nos journées des produits réutilisables API, soit des serviettes lavables, soit des culottes menstruelles. Voilà. Oui, je vais prendre la suite de Rita. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Justine. Je suis responsable sensibilisation pour l'association Règles élémentaires, qui est une association française qui existe depuis fin 2015. Et donc, nous, on travaille à la fois sur la collecte et la redistribution de protection périodique et aussi sur la sensibilisation, que ce soit auprès des jeunes, du grand public ou des personnes bénéficiaires des dons. Et nous travaillons aussi avec les collectivités, notamment en matière de plaidoyer, pour influencer et changer les lois concernant la précarité menstruelle et la santé menstruelle. Merci à tout le monde d'être là. Merci, mesdames. Super pour la transition pendant que j'ai eu mes petits soucis techniques. On n'a même pas remarqué, j'espère. Alors, on va continuer dans le vif du sujet et puis tout de suite, vraiment prendre votre avis sur l'existence, sur le sujet de la question de l'hygiène menstruelle, mais en parlant plutôt des chiffres. Quelle est l'ampleur dans le monde de cette problématique? Quels sont les chiffres auxquels on fait face de façon globale? Et vraiment, Ina, ce serait intéressant que tu puisses nous kick-off ou bien nous donner ces informations-là. Je vois que Sabrina a la main levée. On peut poser les questions après ou dans le chatbox. Oui, alors peut-être après puisqu'on aura des discussions, après chaque intervention, on peut prendre quelques questions. Et vous pouvez laisser également des questions dans le chat qu'on pourra regrouper et puis répondre. Bon. Alors, c'est quoi la précarité menstruelle? Selon une définition 3, cela signifie que les femmes, les jeunes filles et toutes les personnes qui ont leurs règles ont des difficultés à accéder aux produits menstruels de leur choix et à pouvoir se le procurer. C'est justement le focus sur les produits. Mais une définition plus large englobe le manque d'éducation, l'accès limité à des moyens de se laver ou des infrastructures au assainissement, ainsi que la stigmatisation et les tabous. Et le positif, le but, c'est la santé et la gestion de l'hygiène menstruelle et l'équité menstruelle. La précarité menstruelle, c'est un problème mondial.
environ 500 millions de femmes et filles ne disposent pas de ce dont elles ont besoin pour prendre en charge la menstruation. Mes co-présentateurs partageons les chiffres représentant les pays à revenus élevés, moyens et faibles, mais il est très, très, très clair. La précarité est un problème mondial. Grâce à cette graphique sur le droite, nous pouvons constater que le coût des serviettes hygiéniques par rapport aux revenus varie selon les pays. Cela signifie ici qu'avec l'Inde, Philippines et le Kenya, les serviettes sont plus coûteuses, en fait. Et la précarité menstruelle est particulièrement difficile pour les femmes et filles handicapées dans les situations d'urgence humanitaire pour la population marginalisée. Il y a d'autres facteurs qui ont aggravé la situation au cours des derniers mois. C'est très, très, très particulière. Le premier, OK, c'est le dernier mois, les dernières 2 années, c'est la pandémie de la COVID. Et réduction le revenu disponible également pour les matériaux. Et il y a ça, c'est une étude avec des jeunes filles globales et 47% ont plus de difficultés. Et il y a aussi une excellente étude de plan des États-Unis qui a montré comment la précarité menstruelle, déjà choquante, a augmenté après 2020. Le deuxième facteur, c'est l'inflation. L'augmentation des prix. Les prix moyens ont augmenté, comme dans les États-Unis, environ 8%. Au Ghana, c'est 10%. Et un paquet de serviettes hygiéniques aussi. Par exemple, au Nigeria, un paquet a passé de 20 naira à 40 et 600 naira. Et aussi la chaîne d'approvisionnement. Les États-Unis ont été confrontés, aussi un exemple des États-Unis, mais il y a beaucoup de gens, il y a été confrontés cette année à une pénurie de tampons, comme tu vois dans ces images-là, causée par la chaîne d'approvisionnement en coton, pénurie de main-d'œuvre et des camions. Mais c'est temporaire, mais aussi un facteur pour les prix sont aggravés. Et pour moi, ce sont les statistiques et le gros mot mondial. Mais j'aime vraiment cette citation qui est tellement vraie. Vous ne pouvez envisager de dépenser de l'argent pour des serviettes que lorsque vous avez de quoi vous en nourrir. De Nigeria. Alors, c'est pour moi ça, et maintenant, on peut discuter. Merci. Avec les autres. Merci, Ina. Alors, mesdames, ce que Ina vient de nous présenter est tellement factuel parce que c'est la réalité, en fait, de façon globale. Hein. On est tous en train de vivre cette période d'inflation qui ne dit pas son nom, ces problèmes de rupture en stock dans plusieurs domaines. Et c'est dommage qu'au niveau global, on parle très peu de ce qui se passe dans ce domaine de précarité menstruelle, alors qu'un homme sur 2 dans le monde est une femme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans vos pays respectifs? On peut commencer avec Justine. Tu peux nous parler de ce qui se passe en France sur ce sujet-là? Oui, tout à fait. Je vais vous partager mon écran afin de vous montrer un peu des données que nous avons. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama? C'est en chargement. Oui, c'est oui. oui. Ok, d'accord, très bien. Alors en France, déjà pour vous donner une vue globale, donc 5 €, c'est le prix moyen observé d'un paquet de tampons en France. Donc observé, ça veut dire que c'est une étude qu'on a menée nous-mêmes pour voir à peu près le prix moyen d'un paquet de tampons. On considère que le budget menstruel dans une vie, il est de 8 000 €, mais ce budget-là, il ne prend pas forcément en compte tout ce qui va être les médicaments quand on a des douleurs particulières de règles,
les protections quand on a des règles abondantes ou toutes les choses auxquelles on ne pense pas forcément au quotidien. Et ensuite, un autre facteur important, c'est que 40% des sans-abri en France sont des femmes. Donc, on imagine directement que ces personnes-là sont impactées par la précarité menstruelle et vivent la précarité menstruelle tous les mois. Donc, on considère aussi que chaque mois, il y a 2 millions de femmes et de personnes menstruées en France qui souffrent de la précarité menstruelle. Donc, ça nous permet aussi de voir que la France s'inscrit globalement aussi dans le contexte européen, où on considère que 10% des personnes qui ont leurs règles ont déjà été en situation de précarité menstruelle. Et un petit peu pour préciser encore ces chiffres-là, donc nous, avec Règles élémentaires, ça fait 2 ans maintenant que tous les ans, on publie un baromètre qui nous permet d'évaluer en fait à la fois la connaissance des gens sur la précarité menstruelle et la santé menstruelle, donc des Françaises et des Français, mais aussi de savoir comment les règles les impactent dans leur quotidien. Donc aujourd'hui, ce dont on se rend compte en 2022, c'est que 77% des jeunes femmes ont déjà manqué l'école ou connaissent quelqu'un qui a manqué l'école à cause de ces règles en France, et que 50% des jeunes femmes ont déjà vécu des discriminations ou connaissent quelqu'un qui a vécu des discriminations liées aux règles. Donc, c'est aussi des chiffres qui sont extrêmement impactants, vu que c'est la majorité des personnes concernées qui vivent ça. Encore quelques chiffres plus sur le monde du travail. Donc, 70% des personnes considèrent que les règles sont toujours un sujet tabou au travail, et 59% des femmes ont déjà manqué ou connaissent quelqu'un qui a déjà manqué le travail à cause de ces règles. Donc, tout ça pour dire que ça recoupe vraiment une très grande diversité de réalités, et que la précarité menstruelle, elle peut se manifester à beaucoup de niveaux, aussi bien pour des personnes qui vont la vivre finalement une fois dans leur vie, que pour des personnes qui la vivent de façon répétée. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je laisse la parole aux autres personnes aussi sur les chiffres dans leur pays respectif. Merci beaucoup, Justine. Je pense que c'est assez intéressant de voir qu'on a un alignement avec ce qui se passe au niveau global quand on regarde un peu la France. Gabriela et Nadine, qu'en est-il de votre côté? Est-ce que vous voyez les mêmes tendances ou est-ce que c'est légèrement différent? Qu'est-ce que vous en pensez? Et s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein? Allez-y dans le chat ou bien vous levez la main. Ah, Nadine, ton micro est fermé. Là, c'est bon? Oui. Donc, je disais tantôt qu'en ce qui concerne la République centrafricaine, nous partons de néant parce qu'il n'y a pas de données officielles. C'est une thématique pour laquelle le gouvernement ne s'est pas beaucoup intéressé. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait avec Gabrielle? On s'est dit, on ne pouvait pas partir du néant. Donc, on a fait un guide d'entretien au niveau des lycées pilotes avec lesquels nous travaillons. Donc, nous avons eu à interviewé 2000 lycéennes pour recueillir leur avis sur ce qui concerne la précarité menstruelle. Et donc, il ressort de ce guide d'entretien, effectivement, que le salaire moyen en RCA, c'est 50 €. Donc, ce qui fait que elles éprouvent des difficultés à s'acheter des serviettes hygiéniques parce que le coût des serviettes hygiéniques est à peu près 1,50 € en République centrafricaine. Et c'est énorme pour un foyer qui gagne 50 € par mois de pouvoir réserver 1,50 € pour des serviettes hygiéniques chaque mois. C'est très énorme. Et on s'est aussi rendu compte que 7 élèves sur 10, quand elles ont leurs règles, ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles ont honte, parce que c'est un sujet tabou, parce que comme elles n'ont pas de protection hygiénique, elles se disent qu'elles risquent d'être tachées, d'où la raison pour elles de rester à la maison. Et beaucoup de ces filles nous disent aussi, 6 sur 10 nous disent qu'elles ne sont pas préparées à la venue des règles. Ce qui fait que quand elles ont leurs premières règles, elles sont paniquées parce qu'elles n'ont pas eu une communication autour des règles. Elles n'ont pas été préparées, que ce soit au niveau de la cellule familiale, que ce soit au niveau de l'école, à savoir via les cours de SVT et les cours d'économie familiale. Et on s'est dit, c'est pas normal parce qu'on est en 2022 que la majorité de la population
n'a pas du tout accès à ce qu'on appelle l'hygiène, les informations sur l'hygiène menstruelle. Et cela, en partie, est dû aussi au fait que la RCA est un pays en guerre. Donc, 80% du territoire est occupé par les rebelles. Donc, il existe une insécurité et ils n'ont pas accès aux informations suffisantes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau de la République centrafricaine, mais nous avons été en contact avec le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Santé qui ont pris cause aussi pour cette thématique pour laquelle nous nous battons et qui nous accompagnent dans ce que nous sommes en train de faire parce que nous avons fait un plaidoyer que nous avons adressé au gouvernement. Et dans ce plaidoyer, puisque la plupart des filles se plaignent qu'elles n'ont pas les moyens pour s'acheter les serviettes hygiéniques, donc on aimerait vraiment que le gouvernement puisse subventionner l'achat des serviettes hygiéniques pour... Alors, Nadine, je pense que c'est très bien que tu commences à nous lancer déjà dans ce que vous êtes en train de faire, mais si tu permets, j'aimerais bien qu'on puisse écouter aussi Rita sur la situation de son côté. Mais je te promets qu'on reviendra là-dessus parce qu'on aimerait bien savoir effectivement ce que vous êtes en train de faire avec le gouvernement en RCA. Et pour la petite histoire, moi, je suis en Côte d'Ivoire à Abidjan. C'est vrai que on n'est pas en situation de guerre, mais j'étais récemment à Bobo, l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville, où j'avais travaillé avec une ONG locale sur l'hygiène menstruelle, sur la sensibilisation. Et là-bas, ils n'ont pas fait d'études, mais on était dans un lycée, l'un des plus grands lycées qui a environ, je pense, 10 000 élèves. Et sur les 10 000 élèves, il n'y en avait que 200 qui utilisaient des méthodes de protection. Donc, la plupart des autres élèves restaient à la maison où venait vraiment la peur au ventre à l'école à l'idée d'avoir ces règles. Donc, juste pour donner un peu un aperçu sur ce qui se passe un peu de notre côté. Mais on y va avec Rita, alors, de ton côté, et on revient sur Fatou pour ta question. Merci beaucoup. Alors, je vais partager aussi mon écran. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Tac. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Oui, super, c'est là. Alors, le problème avec le Maroc, c'est qu'il y a également très peu de chiffres disponibles sur la précarité menstruelle. Et on voit bien que là est tout le problème. Et bien sûr, cette absence de chiffres est liée au tabou autour du sujet, puisque le tabou implique une absence d'études qui implique une méconnaissance, voire une ignorance totale du problème. Et comme le problème est méconnu, il ne peut pas être résolu. Et on entre dans ce cercle vicieux qu'il faut en fait briser. Mais les choses au Maroc changent petit à petit. Pas mal de facultés commencent à s'intéresser au sujet et à publier des études. Et d'ailleurs, la faculté des sciences de Marrakech avait notamment publié en 2019 une étude sur une cohorte de jeunes filles scolarisées dans des lycées dans la région de Marrakech et qui montrait que plus de la moitié des jeunes filles n'avaient pas une connaissance suffisante concernant l'origine du sang, des règles, du sang menstruel, et près de 3/4 d'entre elles ignorent l'origine biologique des menstruations. Et plus de la moitié des personnes interrogées associent leurs premières règles à à une réaction négative, quelque chose de négatif. Et quant à nous, API, on collecte également de la donnée sur le terrain. Lors des journées de sensibilisation qu'on mène, à la fin des ateliers, on distribue des questionnaires avec un certain nombre de questions qui nous permettent ensuite de dresser quelques résultats. Et du coup, lors de notre première campagne dans la région d'Imtanout, c'est un coin, c'est une région très reculée au Maroc, extrêmement pauvre. On avait interrogé près de 500 lycéennes et environ 40% des répondantes avaient affirmé qu'elles n'osaient pas parler ouvertement des règles parce qu'elles considéraient que c'était un sujet tabou.
La moitié d'entre elles avaient déjà subi des moqueries à l'école ou dans la rue, soit à cause de tâches ou autres, en tout cas en lien avec les règles. Et près d'un tiers d'entre elles nous ont indiqué qu'elles ont dû manquer des cours pendant les premiers jours de leur cycle à cause soit de manque de protection hygiénique, soit à cause de douleurs importantes. Et enfin, un peu plus d'un tiers des personnes qu'on avait interrogées ont affirmé qu'elles utilisaient des tissus, en fait, des tissus comme protection hygiénique principale, parce qu'elles n'avaient tout simplement pas les moyens de se procurer un paquet de serviettes hygiéniques. Au Maroc, le paquet coûte à peu près 1,50 €. Mais dans des coins assez reculés, c'est difficile de s'en procurer. Et puis parfois, c'est juste une question d'argent également. Mais alors ça, c'est des chiffres qui datent un petit peu. Là, actuellement, avec l'association, on est en train de travailler sur des chiffres plus récents et plus nationaux pour produire une étude quantitative et qualitative qui donnera ses fruits l'année prochaine. Mais les chiffres que je vous présente, ça révèle déjà, c'est des premiers éléments qui révèlent les défis qui attendent le Maroc en matière de précarité menstruelle. Et donc, ces chiffres nous montrent notamment que le premier défi consiste tout simplement à briser les tabous, faire taire les préjugés pour permettre de diffuser l'information. Le deuxième, c'est de sensibiliser, prévenir avec l'aide de médecins, d'informer sur le cycle menstruel, sur les règles, sur les maladies qui y sont liées, parce que c'est extrêmement méconnu et ça peut aboutir à des situations assez délicates. Des jeunes filles lors d'ateliers qui nous expliquent que typiquement, elles ne prennent pas leur douche pendant leurs règles parce qu'elles pensent que c'est mauvais alors que non. Le troisième défi, c'est d'apporter des solutions matérielles puisque en général, elles utilisent des tissus ou autres parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'acheter des serviettes. Et le quatrième, c'est de faire évoluer le cadre législatif pour impulser des lois favorables qui permettront d'éradiquer la précarité menstruelle. Merci beaucoup, Rita. Je pense que tu nous as vraiment un peu balancé dans ce qu'il faudrait faire et ce serait intéressant de revenir sur ça en conclusion et voir si les autres panélistes voient le même type de défi dans leur pays et comment l'adresser. Je voudrais rapidement prendre la question de Fatou Bintou qui a la main depuis un moment et avant que nous puissions discuter en fait de ce qui se passe vu le manque de chiffres. Fatou, tu as le micro, tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît. Fatou Bintou, je pense Sénégal. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous, à toutes. Je pense qu'on est tous des femmes. Bonjour à tous. Moi, c'est Fatou Bintou du Sénégal. Je suis la présidente de l'association Santé Mobile au Sénégal. On est la première association à s'intéresser aux questions d'hygiène menstruelle au Sénégal. Depuis 2016, on est sur le terrain en train de travailler pour réduire la précarité menstruelle. On a quand même fait les 14 régions du Sénégal avec l'appui, bien sûr, des partenaires des Nations Unies et de plusieurs ONG. Quand même, on a une panoplie d'ONG avec qui on travaille. Et notre point fort, c'est surtout de travailler aux côtés des ministères. On travaille Alors, Fatou, merci beaucoup, mais tu pourrais aller à ta question, s'il te plaît? Ah oui, en fait, oui. Pour la question, c'était une contribution plutôt que je voulais faire. C'était par rapport au ministère, comme j'ai dit. Pour réduire la précarité, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler aux côtés des ministères et pour que ça puisse être des programmes nationaux. Donc, on a plutôt travaillé avec le programme du ministère de la femme, qui est important, de la jeunesse également, où on a eu à insérer nos programmes dans leur ministère qui a été approuvé. Et on est actuellement sur le terrain en train de faire beaucoup de travail aux côtés d'eux. Et ça nous permet également de pouvoir, avec nos produits d'hygiène menstruelle qui s'appellent MAM, de les distribuer au niveau de toute la région. Ça permet aussi de réduire beaucoup de problèmes au niveau des jeunes filles. Et pour les
pour les, comment on appelle, les données. On a un souci de données parce que tout le monde part, on n'a pas des données nationaux, comme on dit, des données nationaux qui nous permettraient d'avoir exactement les besoins des jeunes filles au niveau national parce que les ethnies sont différentes et c'est un peu compliqué de collecter les données au niveau de chaque région. Et c'est ce qui nous cause le plus de problèmes. Et on y travaille avec les plaidoyers pour que ça puisse se faire. Inch'Allah. Merci beaucoup, Fatou, pour cette contribution. Je pense que tu touches du doigt, en fait, la problématique des données qui vient d'être exposée et par Ina et toutes les autres intervenantes pour montrer que ce soit au niveau global ou même dans des pays de façon individuelle, la question des données reste toujours problématique. Mais en plus, beaucoup d'organisations de plus en plus commencent à s'atteler un peu à trouver des solutions à cet état qui ne doit pas exister, qui ne doit pas continuer. Donc, c'est bien que tu nous aies parlé du plaidoyer que vous menez au Sénégal et nous vous encourageons et félicitations pour déjà les acquis que vous avez pu avoir. Allez, on va tout de suite aller avec Ina qui va nous parler un peu de ce qu'on appelle period tax, donc les taxes ou encore les impôts liés justement au matériel d'hygiène menstruelle ou bien aux produits d'hygiène menstruelle et qu'est-ce qui se passe avec cette problématique-là. Ina, on t'écoute là-dessus et après, on pourra parler aussi en détail avec Justine de sa campagne sur les protections hygiéniques. Mm-hmm. Oui, merci. Je veux commencer avec il y a beaucoup de solutions politiques, on parle de politique, qui peuvent être mises en place. C'est un changement plus systématique. Mais il y a mais avant cela, je tiens à remercier chaque personne ayant contribué à sortir qui collecte ou faire des distributions de produits. Je sais, il y a beaucoup d'engagements sur tous les participants. OK. En termes de solutions politiques, tout d'abord, vous pouvez fournir un accès gratuit, par exemple, la distribution gratuite de produits, comme en France, où vous avez probablement entendu de l'Écosse, qui n'est pas tenue par loi de fournir des produits dans les institutions et les lieux publics. Mais aussi des bons de réduction et des transferts. Le deuxième, c'est les politiques qui peuvent réduire le prix de vente. Et là, nous avons la suppression ou la réduction de taxes, comme je parle dans certaines minutes, mais aussi des subventions pour le produit, les subventions pour les matières, les prix plafonds et marquage de prix sur les produits. Mais aussi, toujours, c'est possible de faire des subventions sur des produits réutilisables, par exemple. Ce n'est pas seulement pour un produit ou tous les produits, ça dépend aux politiques. Et troisièmement, et de manière générale et à plus long terme, c'est renforcer le marché local, c'est augmenter la concurrence, offrir des incitations aux entreprises locales, aux importateurs internationaux ou même à une catégorie d'un produit spécifique comme des coupes menstruelles ou des lavables. Il y a aussi des modèles financiers innovants pour établir des compagnies et salons. Alors, et aucune de ces solutions politiques est parfaite, n'est parfaite. Nous en avons également vu des combinaisons comme la suppression des impôts, mais aussi la distribution gratuite des produits, comme au Kenya. Alors, nous allons maintenant plonger dans la suppression et la réduction des taxes. C'est une de ces solutions.
Et il y a, quand je parle de taxes, il y a de 3 types. C'est le TVA et des TPS, mais aussi la taxe à l'importation sur les matières premières ou pour l'importation pour tous les produits menstruels. Et d'après notre carte mondiale et notre base de données, à ce jour, 27 pays appliquent des taxes de 0 pour la fourniture des produits et 18 pays appliquent un taux réduit, par exemple en Europe. Et les plus récents ont été la Turquie et le Népal. Mais ça, ce n'est pas déjà dans le carte mondiale parce que c'est très, très, très récent. Il y a eu beaucoup de campagnes fantastiques et créatives pour demander le changement de taxe. Et ils sont souvent déroulés dans les rues, comme au Royaume-Uni, une campagne, et maintenant avec le Brexit, le taxe est à 0, mais aussi l'Autriche avec le gouvernement, et Mexico avec le Soviet assez grand, et la France aussi. Et ces activités ont attiré l'attention des médias toujours, et c'est très, très, très créatif. Voici quelques exemples de campagnes de réseaux sociaux, comme en Éthiopie, ou un livre avec des tampons était un grand succès public, car les livres sont moins taxés que le tampon. Et déjà, on met le tampon dans un livre. Et souvent, des pétitions publiques ont généralement été utiles, comme ici à Namibia, et ça. Et des acteurs et des mannequins célébrés ont également soutenu la cause, comme en Inde ou en Australie. Oui. Mais quels étaient les arguments clés pour supprimer l'impôt? Il y a 4 principales raisons. La première, c'est à savoir que les produits menstruels ont produit des premières nécessités. Et très clair, c'est très clair. Et pour ça, nombreux pays appliquent des taux de taxes supplémentaires pour les articles de première nécessité. Le deuxième, c'est que les taxes sont discriminatoires à l'égard des personnes qui ont leurs règles, envers les femmes, en fait. Et la troisième, c'est une solution politique pour rendre les produits plus adorables. Mais dans les prochaines diapositives, je vais revenir et me basant sur nos recherches et je vais expliquer. Et finalement, quand nous avons trouvé que toutes les campagnes attaquent également la stigmatisation de la menstruation. En faisant campagne pour un changement fiscal et pour les 3 précédentes raisons, pour porter les défis dans la l'arène publique et la politique. C'est un impact vraiment énorme. Merci beaucoup, Ina. C'est ça. Okay. Ouais. Et nous avons un rapport de recherche que vous trouvez sur le site periodtext.org. Il y a aussi, ça c'est seulement disponible en anglais, mais visitez notre site, c'est periodtext.org. Vous avez des guides, des plaidoyers qui est bientôt disponible en français. Nous vous envoyons avec le webinaire, le recording de cet webinaire. Mais nous avons des études de cas, une recherche et vidéos explicatives avec des sous-titres en français. Merci. Ina, alors. Oui, je fais court. OK, c'est ça. Et si vous avez des questions sur les period texts ou les campagnes, vous me contactez. Merci beaucoup, Ina. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de commentaires pendant que tu parlais sur le fait que ce n'est pas encore effectif dans la plupart des pays africains et que c'est peut-être quelque chose que certaines de nos activistes ici imaginent
le lien vers votre site web, tout ce que tu viens de vous présenter. Si on peut mettre le lien dans le chat pour ceux qui seraient intéressés, ce serait bien. Mais allons-y tout de suite avec Nadine et Gabriel qui vont nous parler de Action solidaire, de leur campagne et de leur succès pendant le Menstrual Hygiene Day. Est-ce qu'on pourrait voir ça? Gabriela, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Rapidement, je vais parler de la première journée mondiale consacrée à l'hygiène menstruelle, de la journée mondiale consacrée à l'hygiène menstruelle qui a été célébrée en RCA pour la première fois, initiée par l'association Action solidaire. Donc, pour vous dire que cette journée avait vraiment suscité beaucoup de réactions et a impacté le public centrafricain, puisque les règles jusqu'aujourd'hui constituent encore un tabou. Et c'est un problème sérieux, un problème pour lequel tous les acteurs en Centrafrique doivent vraiment s'y prendre. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Je ne sais pas si Nadine a quelque chose à y ajouter. Oui, pour compléter ce que Gabriela a dit. Donc, nous avons été reçus par le ministre de la Santé de la République centrafricaine. Nous lui avons expliqué le bien fondé de la journée du 28 mai. Et lui-même, en tant que médecin, il n'était pas au courant de cette journée. Donc, nous lui avons fait des propositions. Nous avons demandé à ce qu'il puisse véhiculer un message de manière officielle à la télé et à la radio pour expliquer en quoi consiste la journée du 28 mai. Nous avons fait de la sensibilisation, de la communication au niveau de cette thématique. Et nous avons initié un projet au niveau du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'achat des serviettes hygiéniques. Nous sommes allés dans les lycées de la capitale avec le personnel du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation nationale. On a fait de la sensibilisation et de la communication autour de cette thématique. Et à la fin, nous avons distribué des serviettes hygiéniques. Et beaucoup ont été surpris de savoir qu'au niveau mondial, il existait une journée effectivement consacrée à l'hygiène menstruelle. Donc, je pense que nous allons mieux nous organiser pour les années à venir. Mais ce qui est sûr, le public est au courant que cette année, cette journée existe réellement. Et le pouvoir public commence à s'intéresser à ce que nous faisons autour de cette journée du 28 mai. Donc, je pense que nous sommes sur le bon chemin puisque le gouvernement est réceptif à notre appel. Merci. Super. Alors, je veux rapidement ajouter aussi que pendant cette journée... Félicitations à vous au Gabon. Allô? Il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir? Je peux parler? Ah oui, Gabriela. Oui, allons-y rapidement. C'est juste pour ajouter rapidement que pendant cette journée, nous avons également fait mention des manques de latrines dans ces établissements scolaires. Donc, pour l'instant, Action solidaire est en train de chercher les partenaires pour financer la réhabilitation ou bien la construction des latrines dans certains établissements scolaires de la République centrafricaine. C'était juste ça. C'est très bien. Bravo Nadine, parce que du coup, on n'est pas en train de parler juste de la précarité en termes de produits, mais aussi c'est intégré dans l'écosystème du WASH, parce que c'est une question d'hygiène de base en fait. Et souvent, on entend ce commentaire-là, oui, mais précarité menstruelle ou hygiène menstruelle, alors que l'hygiène menstruelle, c'est l'hygiène de base aussi. Et ça, c'est très important et c'est un exemple qu'il faudra partager pour nos autres activistes et nos autres pays. Si on peut aller avec Sarah, qui va nous parler de ce qu'elle est en train de faire sur le RCA féministe, ce serait intéressant pour booster et puis changer un peu les lignes. Sarah, tu es avec nous? Je pense que c'est peut-être Rita, parce que Sarah n'a pas rejoint. Ah, c'est Rita. Mais allons-y, Rita. Alors, hop, je vais juste partager à nouveau mon écran.
Tac. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Alors, donc nous, API, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la précarité menstruelle? Donc nous, depuis 2017, on mène des campagnes de sensibilisation dans les zones rurales au Maroc, c'est ce que j'avais commencé à évoquer tout à l'heure. Concrètement, on organise des ateliers de sensibilisation et de prévention avec l'appui de médecins, de gynécologues, des ateliers de développement personnel avec l'appui de coachs qui sont certifiés, et on distribue des serviettes hygiéniques lavables produites par l'association API pour répondre au manque de moyens matériels et donner en fait toutes les chances à ces jeunes filles d'avoir une éducation continue, stable, dans la dignité, pour pouvoir croire en leur ambition et réaliser leurs rêves, enfin leur ambition. Et on veille vraiment à impliquer aussi les garçons dans nos ateliers parce que c'est très important qu'ils se sentent également concernés par cette problématique. On a tendance, là typiquement dans les participants, on n'a que des femmes. On a tendance à oublier que les hommes doivent aussi se sentir impliqués par ce problème qui concerne évidemment les femmes. Mais voilà ce qu'on fait, nous, pour répondre aux 3 premiers défis que j'avais évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire briser les tabous, informer et offrir des solutions réutilisables. Pour répondre au 4e défi, celui qui consiste à faire évoluer le cadre législatif pour impulser des lois favorables à la lutte contre la précarité menstruelle. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on publie régulièrement dans des journaux nationaux, mais pas que, des tribunes. Typiquement, la dernière en date, c'est la tribune en faveur du congé menstruel que nous avons publiée sur plusieurs journaux et qui, à l'agenda politique au Maroc, s'est inscrit à l'ordre de l'agenda parlementaire. On intervient également sur les radios nationales et régionales pour parler du problème de la précarité menstruelle et de ses conséquences. Donc on l'a évoqué, l'atteinte à la dignité, mais pas que. C'est aussi un véritable impact sur la déscolarisation des jeunes filles, l'absentéisme, et qui contribue donc à l'inégalité des chances. Et nous avons également organisé en mars 2020 une table ronde avec l'ancienne ministre du Maroc du développement social, de la famille et de la solidarité et avec des députés de la majorité. On a organisé une table ronde pour évoquer le sujet de la condition de la femme au Maroc, mais notamment à travers le prisme de la précarité menstruelle et de ses conséquences sur l'égalité entre les femmes et les hommes, évidemment, parce que la précarité menstruelle, ça a un impact sur le développement des femmes, sur leur émancipation et sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà pour ce que nous faisons actuellement. On a également un projet à venir, mais je pense que ça va être la question suivante. Exactement. Merci beaucoup, voilà. Rita. Je te redonne la parole. Merci à toi. Il y a tellement de choses à dire. Le sujet est tellement passionnant. Mais pour une question d'équité aussi, j'aimerais bien qu'on donne le temps à Lynn, pas vraiment de nous parler de la campagne et des succès de la campagne qu'elle a menée, mais plutôt Justine pour nous emmener un peu dans la suite après cette campagne-là, parce qu'il y a beaucoup de défis qui restent à relever. Donc, dans un souci de temps, quels sont les beaux projets futurs, en fait, pour pousser ce sujet dans l'agenda politique? Est-ce que tu peux nous parler un peu des perspectives? Oui, alors je vais vous partager aussi mon écran. Donc, je passe directement sur le futur, c'est ça? S'il te plaît, oui. Ok, ça marche. Alors, hop, tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on adore la Superwoman là. Donc nous, on a plusieurs campagnes en cours. Donc effectivement, on va renouveler le baromètre dont je vous parlais tout à l'heure afin de continuer de faire du plaidoyer à partir de ce baromètre, et tout ce qui va être aussi la mobilisation à la fois via nos réseaux sociaux, donc en travaillant vraiment la communication sur toutes nos actions et en renforçant le réseau des partenaires locaux. C'est-à-dire que nous, on fait du plaidoyer à la fois à l'échelle nationale, mais aussi auprès des municipalités, des collectivités, du département, des régions. Donc, on essaye vraiment de multiplier les portes d'entrée pour que les politiques en matière de précarité menstruelle et de santé menstruelle évoluent à tous les niveaux.
Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, en France, les protections périodiques sont gratuites dans les prisons et dans les universités, mais aujourd'hui, c'est uniquement à titre expérimental. Donc, nous, à l'heure actuelle, on pousse pour que ça, ce soit plus à titre expérimental, mais que ce soit vraiment inscrit dans la loi. De la même façon, entre 2020 et 2021, il y a eu 6 millions d'euros alloués à la lutte contre la précarité menstruelle. L'idée, c'est de pouvoir démultiplier aussi ce budget pour que de plus en plus de personnes qui n'ont pas accès à des protections périodiques puissent y avoir accès. Les distributeurs ont été installés dans certains lycées et certains collèges de France, donc notamment par exemple dans les lycées d'Île-de-France, de Bretagne ou du Sud. L'idée, c'est que ces distributeurs puissent, via les départements, via les conseils départementaux et les conseils régionaux, être installés dans davantage d'établissements. Une autre campagne qu'on est en train de mener, c'est celle sur la transparence de la composition des protections pour que, en fait, il y ait indiqué sur les protections ce qu'elles contiennent. Voilà, donc en fait pour nous les mobilisations à venir elles sont à la fois sur l'évaluation des dispositifs déjà existants afin de pouvoir faire remonter des données aussi à l'État sur ce qui fonctionne pas et comment améliorer les choses, sur l'éducation pour qu'on puisse continuer de promouvoir l'éducation menstruelle mais que ce soit vraiment inscrit dans les programmes scolaires et que ça touche tout le monde, pas seulement les quelques classes où nous on va intervenir. Et enfin la recherche parce qu'aujourd'hui bon, il y a un plan d'action contre l'endométriose en France, mais il n'y a pas de plan d'action contre toutes les autres pathologies liées aux règles. Donc, il faut aussi qu'il y ait une impulsion de ce côté-là et des budgets débloqués pour permettre d'étudier davantage ces sujets. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Justine. Et justement, peut-être on va ouvrir le floor à nos participantes qui nous écoutent parler, vraiment, qui nous écoutent attentivement depuis un moment pour voir s'il y a des questions, des réactions et des commentaires. Et pendant que certaines ouvrent leur micro ou lèvent la main, moi, j'avoue que j'ai été touchée en fait par cette gratuité ciblée-là, parce qu'on en parle beaucoup dans d'autres domaines de la santé, de la reproduction, en matière de planification familiale, en matière de VIH pour l'accès aux préservatifs pour les plus jeunes. Mais c'est vrai que sur la question de la précarité, on n'en parle pas beaucoup. Et ce serait intéressant de voir pour toutes celles qui sont en réseau aujourd'hui, j'espère au-delà de parler de comment on crée un réseau pour continuer. Donc, est-ce qu'on a des questions ou des commentaires? Sinon, on va passer à Rita pour qu'elle puisse nous parler de ce qu'elle fait aussi sur le sujet. Oui, merci Néné. Alors nous, pour le futur, récemment, il y a quelques jours, on vient de signer un partenariat avec l'Observatoire national de la santé scolaire et universitaire au Maroc, qui est constitué en fait de professeurs en biologie, de sociologues et d'anthropologues. Et l'idée de ce partenariat, c'est d'organiser en 2023 une caravane nationale qui irait en fait de village en village dans les zones rurales. Donc pour organiser toujours nos ateliers de sensibilisation et de déconstruction des tabous, mais ce sera aussi l'occasion pour nous, en tant qu'association et accompagnée de ces professeurs, de collecter de la donnée pour publier une étude, copublier une étude avec l'Observatoire sur le sujet qui dressera en fait un état des lieux de la situation, les enjeux en la matière. À l'issue de cette étude, on proposera un panel de solutions. Et l'objectif, ce sera de pouvoir le présenter ensuite au cabinet de ministres et à des députés pour essayer d'impulser toutes les mesures favorables qu'on a pu évoquer depuis le début du webinaire, notamment la mise à disposition de serviettes dans les universités, dans les prisons, dans les écoles, au Maroc, réduire, voire faire disparaître la taxe sur les produits d'hygiène féminine. Enfin voilà, l'objectif, ce sera de pouvoir commencer à impulser ce type de mesures qui ont été présentées par Ina ou par Justine au Maroc. Merci beaucoup, Rita. Et peut-être moi, j'ai une petite question pour vous toutes. En fait, vu l'intérêt, le fait que cette question ne soit pas encore vulgarisée, correctement, vraiment connue, est-ce que c'est un domaine qu'on prend, est-ce que c'est un domaine qui est abordé
sous un angle de féminisme et des questions des droits des femmes, ou bien est-ce que vous l'abordez beaucoup plus sous un angle sanitaire ou éducatif beaucoup plus? Est-ce que vous avez un angle particulier qui marche bien dans vos pays? Alors, on a aussi une question de Oriane dans le chat qui nous demande les difficultés et les souffrances psychologiques qui interviennent chez la femme pendant ces règles-là. Elle se demande si vous intervenez sur ce domaine-là. Nadine, vas-y, t'as la main. Oui, au fait, nous, on est plus dans le domaine éducatif et sanitaire parce que on s'est rendu compte qu'au niveau de l'éducation nationale, il n'y a vraiment pas un programme adapté en ce qui concerne la santé et la précarité menstruelle. Et effectivement, nous avons initié un courrier au ministre de l'Éducation nationale pour que dans les années, à la prochaine rentrée scolaire, que l'accent soit mis sur la thématique des règles et la précarité menstruelle. Donc, il nous a répondu qu'un comité va siéger et ils reviendront vers nous avec une réponse. Donc, nous sommes plus dans le domaine nous, éducatif et sanitaire parce que, voilà, les jeunes filles que nous avons rencontrées, elles ne savent pas comment faire de l'hygiène menstruelle. Donc, quand elles ont leurs règles, elles ne savent pas que il faut se changer, il faut se laver. Il y a certaines attitudes et règles à adopter qui sont méconnues. Donc, nous, on est plus sur ce volet santé et éducation. Éducation. Merci beaucoup, Nadine. Alors, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui travaillent sur le domaine, sur le volet psychologique? C'est vrai qu'on a tendance à penser règles, machin, on se dit douleur physique et autres. Mais cette douleur psychologique qu'il y a et souvent qu'on ignore, surtout quand tu dis tu as mal, tu as tes règles, on te dit tout de suite, ah, prends un, je ne sais plus c'est quoi, prends un Doliprane, voilà, on t'envoie balader. Qui travaille un peu sur ce volet peut-être psychologique-là? Et peut-être si on ne travaille pas dessus, qu'est-ce qu'on devrait faire, hein? Nous, on travaille pas mal sur les représentations liées à ça, c'est-à-dire que, par exemple, quand on est avec des classes de collégiens et collégiennes, donc nous aussi, c'est en mixité, les ateliers, tu disais, Rita, que vous, c'était comme ça, nous aussi, typiquement, on va essayer d'inciter les garçons qui sont dans la classe à avoir une attitude bienveillante. Donc, on va parler des représentations et du fait que faire des blagues, des réflexions sur les règles, c'est pas OK et que ça peut avoir un impact psychologique. Après, on va pas forcément aborder la question, on aborde la question des douleurs de règles et de comment ça peut provoquer plein de complications pour plein de personnes, mais on ne va pas forcément lier ça toujours à des enjeux de santé mentale si la question n'est pas posée en tant que telle. Voilà. Merci beaucoup, Justine. Alors, je pense qu'il y a Marine Agnin qui avait intervenu déjà pour nous parler de son application qui s'appelle Werni. Et alors, Werni répond un peu à cette question de santé mentale ou bien de stabilité psychologique. Marina, tu veux en parler rapidement? Bonjour à tous. Alors en fait, nous, avec Where We, donc ça se dit Where We, ça veut dire le mois ou la lune en Wolof, la langue au Sénégal. Et en fait, l'idée, c'est de réconcilier les filles avec leurs règles, donc donner les informations de base, oui, mais aussi vraiment les prendre par la main et les accompagner. Donc, vous aurez le temps de tester, c'est une application gratuite, mais on va jusqu'à lui permettre de contacter une sage-femme ou un professionnel. Et donc, on ne traite pas directement de la santé mentale, mais on donne des petits conseils. Il y a un petit conseil du jour, par exemple, à chaque période du cycle, on va l'aider à comprendre pourquoi ses humeurs changent, etc. Et toujours avec un côté positif. Mais s'il y a des gens qui sont spécialistes des questions de santé mentale et qui ont envie de travailler avec nous sur cette question pour qu'on rajoute des contenus sur cette question un peu plus spécifiques, on est preneur. Merci beaucoup. Super, ça c'est une belle opportunité. Je pense que Ina et Aya vont le noter dans les notes du webinaire qui vont venir pour partager, parce qu'encore faire en sorte qu'on puisse profiter de ce réseautage permet d'améliorer, connaître l'application, mais surtout d'améliorer son contenu. Ce serait fantastique. Est-ce qu'il y a d'autres intervenantes, par exemple, qui ont mené des campagnes aussi à leur niveau qu'elles voudraient partager en dehors de nos speakers de ce jour? Alors, Fatou, tu as la main levée, vas-y.
Alors oui, merci. Merci de m'avoir donné la parole. Euh, pour les questions psychologiques, comme Justine avait dit, euh, nous, c'est par rapport aux sensibilisations et aux formations que l'on donne sur les chaînes menstruelles. C'est surtout l'aspect psychologique, l'aspect genre que nous donnons en plus. Et d'habitude, on le donne surtout dans les formations parce que les sensibilisations, c'est un peu sensible d'aborder les questions de genre parce que il y a des questions taboues que si tu commences à en parler publiquement, c'est que les professeurs, surtout les professeurs d'école, ils sont plutôt un peu réticents par rapport aux questions genre et on a beaucoup de difficultés sur ce côté-là, mais sur les formations, surtout pour les jeunes activistes, on intègre les questions de genre et les questions de santé mentale également. On fait référence à des spécialistes qui travaillent dessus et on essaie d'intégrer cet aspect-là avec l'aide du ministère de la Santé. Voilà. Et les campagnes que l'on fait, c'est beaucoup de campagnes également. Pendant le mois de mai, déjà, on fait des campagnes main bleue, etc., pour sensibiliser et permettre aux jeunes filles de s'exprimer. Surtout, c'est le fait de s'exprimer, de pouvoir parler de leurs problèmes de précarité menstruelle. Et ces campagnes font partie sont démultipliées au niveau national. Voilà, merci beaucoup, Marina. Écoutez, on a tellement de choses à dire sur le sujet qu'on a du mal à se quitter, mais on est presque à la fin de notre webinaire. Je vois qu'il y a Gabriel qui veut dire un dernier mot. Gabriel, on va te prendre très rapidement, s'il te plaît. Vas-y. Oui, justement, pour revenir un peu sur la prise en charge psychologique de notre population cible, je vais parler des filles scolarisées et non scolarisées centrafricaines que nous prenons en charge. À l'issue de l'étude que nous avons effectuée, il est sorti un jargon qui signifie que dès qu'une fille a ses règles, ça veut dire qu'elle est déjà exposée, elle est prête pour une activité sexuelle. Et donc, Action Solidaire est en train de mener des actions aussi dans ce sens. Ça, c'est la partie santé mentale et psychologique que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. Alors, vraiment, moi, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps. Je tenais à dire à Ina et à toute l'équipe de WASH que vraiment, il faut qu'on dissémine ce webinaire. Moi, on n'a pas eu le temps de vraiment faire une grande promotion pour avoir plus d'activistes et puis travailler sur la mise en réseau. Il y a plusieurs réseaux féministes aujourd'hui en Afrique de l'Ouest particulièrement qui sont en train de se pencher sur les questions de santé de la reproduction. Et ça, c'est une question qui ne devrait pas leur échapper. Je tiens à rappeler aussi quelque chose que beaucoup d'intervenantes ont souligné sur l'équité et la question de genre. Impliquer les jeunes garçons, les hommes dans ce travail que nous sommes en train de faire pour diminuer la stigmatisation, mais surtout s'assurer qu'ils comprennent aussi ces enjeux-là et que ce ne soit pas que des enjeux féminins. Parce qu'on sait que toutes seules, on ne va pas y arriver si on ne les emmène pas avec nous. J'ai bien aimé l'exemple aussi qui a parlé de l'inclusion avec le WASH pour parler d'hygiène de façon plus large avec les latrines. Parce qu'effectivement, on peut avoir des serviettes. Si on n'a pas d'endroit où changer les serviettes, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la question reste posée. Il ne suffit pas juste de donner les produits, il ne suffit pas juste de donner la sensibilisation. Il faut créer un espace aussi pour permettre l'utilisation de ces produits-là en milieu scolaire ou en milieu du travail ou je sais où. Donc, très, très important. La gratuité ciblée telle qu'expérimentée en France et dans d'autres pays, sur d'autres domaines, peut être une piste aussi pour nous d'action en termes de plaidoyer. Et les exemples de plaidoyer qui ont été donnés sur les différents pays, je pense, ramènent un peu d'espoir. Donc, je vois que dans le chat, tout le monde est en train de mettre un peu les contacts, les informations dont on pourrait avoir besoin. Encore bravo à toutes celles qui ont pris le temps de nous partager leur expérience aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir le recording et toutes ces informations qu'on pourra partager, nous toutes, dans nos réseaux. Et j'espère qu'on pourra se retrouver pour un phase 2 de ce webinaire l'année prochaine avec des chiffres qui auront certainement, on espère, bougé un tout petit peu. Merci à vous. Bon après-midi ou bonne fin de journée partout où vous êtes. Bravo encore à toutes les intervenantes.
En particulier, je fais coucou aux dames de RCA parce que je sais que ce n'est pas facile là-bas en ce moment et on vous envoie plein d'amour. Merci de continuer. Merci à tout le monde. Merci, Néné. Merci. Merci, Néné. Merci à tous. Infiniment, Néné. Merci à toutes. Merci à tous. Merci à toute l'équipe de Wash United, Ina, Aya, everybody. Merci really, Aya, thank you. Gros merci à Aya pour l'organisation. Merci beaucoup, Aya. Merci à tous. On allait l'oublier, là, Aya. Hey, Aya, kudos to you. You've been great. Yeah. Thank you. Merci, à très vite. À bientôt. Merci, au revoir.